la fiction, ça nous permet de parler des choses sans forcément nous cacher, mais en tout cas d'accueillir les histoires des autres. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur les Instagram @JérémyKleiss. Et si l'heure était à la nouveauté ? Et si le moment pour vous lancer dans ce projet personnel que vous repoussez depuis tant d'années était arrivé ? Et si pour ce faire, il était temps de tester un nouvel outil ? Si vous êtes comme moi, vous êtes peut-être attaché à vos habitudes et vous rechignez à l'idée de tester quelque chose de nouveau. Mais si vous écoutez ce podcast depuis un bout de temps, vous savez que ce qui me motive à sortir du lit le matin, c'est de chercher ce truc, cette cause, que dis-je, cette quête transcendantale. Et une fois que vous aurez mis le doigt dessus, vous serez prêt à déplacer des montagnes. Et quand vous vous connecterez à cette énergie, alors là, croyez-moi, vous serez prêt à apprendre n'importe quoi, pourvu que vous arriviez à vos fins. Moi, quand j'ai eu l'idée de créer ce podcast, je n'avais aucune idée de comment faire. Mais, et oui bien sûr, vous me voyez arriver, Adobe avait pensé à tout. Parce que oui, je suis abonné au Creative Cloud depuis longtemps, mais concrètement, je n'utilisais que 3 programmes. Photoshop, Illustrator et InDesign. Classique, hein. Et quand j'ai cherché sur Internet comment créer son propre podcast, j'ai découvert des tutos qu'Adobe avait mis à disposition. Et c'est à ce moment-là qu'Adobe Audition a fait irruption dans ma vie. Et, oh joie, j'ai découvert que ce programme faisait déjà partie de mon abonnement. Nul besoin de dépenser de l'argent dans une énième formation. Les ressources et les outils, je les avais déjà. Et en quelques heures, grâce à Audition et aux quelques tutos Adobe disponibles sur Internet, j'avais appris à créer un podcast. Et ouais, c'est aussi simple que ça. Alors n'attendez plus, que vous soyez intéressé par la photographie, la vidéo, le podcasting, le design ou l'illustration, le Creative Cloud, c'est la solution tout en un qui vous permettra d'explorer de nouveaux territoires créatifs et qui vous permettra de concrétiser vos rêves les plus fous. Bon, d'accord, n'exagérons rien, mais pour en savoir plus, téléchargez la version d'essai sur adobe.com ou abonnez-vous au Creative Cloud. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter ma discussion avec Vero Kratzborn, une réalisatrice belge qui, aux surprises, habite dans le même coin que moi, et ça, comme dirait l'autre, c'est pas banal. Qui plus est, Vero Kratzborn a réalisé le film La forêt de mon père, l'histoire bouleversante d'une adolescente et de sa famille qui vit au rythme des frasques imprévisibles de son papa, et dont le fragile équilibre est rompu le jour où, justement, la santé mentale de son papa bascule dans la folie. Un film d'auteur avec Ludivine Sagnier et Alban Lenoir qui, pour la première fois, donne la parole à ces premiers témoins dont on nie presque systématiquement la nécessaire prise en charge. J'ai nommé les enfants. Et c'est exactement ce qu'est ce film, une histoire où l'on perçoit la maladie mentale à hauteur d'enfant. Si vous connaissez l'ADN du podcast, vous savez pertinemment que ce genre de sujet, c'est ma came, et donc c'était l'occasion d'en discuter. Ouais, c'est une petite vacances! Il croit que la forêt est à lui, mais elle est à tout le monde. Tout est à nous. Ouais! Laissez les enfants, j'arrive pas à me concentrer. Pourquoi t'as acheté la télé? J'en rachèterai une. Avec quel argent? Qu'est-ce qui s'est fait virer? Ça suffit. Arrête de compter. Prenez tout ce que vous voulez. On n'a qu'à tout laisser ici. Ils verront pas. Attendez-moi dehors, les enfants. On va rentrer par la forêt. Venez avec nous, s'il vous plaît. Lâchez-le! C'est grave. C'est un début d'épisode psychotique. Il a besoin de soins. Vous devez penser à vous. À vos enfants. Je peux pas lui faire ça. Il sera très bien soigné. Dans cet épisode, Vero Kratzborn vous raconte la jeunesse du film, comment elle a choisi ses acteurs, constitué son équipe et trouvé des financements, mais aussi de son besoin de faire du cinéma pour changer le monde et le regard qu'on pose sur les maladies psychiques. Elle nous partage aussi en quoi réaliser des films lui permet de libérer la parole sur des tabous, du choix de la fiction pour ne pas être figé dans le temps, de son rapport à la vulnérabilité et au plaisir. On discute aussi de la promo très DIY de son film, comment elle provoque ses propres opportunités, et enfin, des bandes dessinées qui l'ont marqué et qui font partie des influences graphiques de son film. Alors sans plus tarder, je vous laisse écouter ma discussion avec Vero Kratzborn. Bonne écoute. Il y a aussi ce magnifique film. Voilà. Ah oui, et en quoi ces deux films t'ont inspiré ?
Léolo, c'est le film que j'ai vu. Donc Léolo de Jean-Claude Lauzon, qui est un cinéaste québécois qui est décédé dans un accident d'avion. Il a fait 2 films, Un zoo la nuit et Léolo. Et Léolo raconte l'histoire d'une famille où chacun des membres vont petit à petit aller à l'hôpital psychiatrique. Et c'est très baroque. Et donc c'est du point de vue d'un petit garçon qui s'appelle Léolo, qui veut pas être le fils de son père, qui pense qu'il est le fils d'une tomate fécondée par un ouvrier sicilien. Et donc sa mère est tombée dans une espèce de tas de tomates sur le marché, et donc c'est comme ça qu'il est né. C'est ce qu'on voit là, Voilà. Et il y a une phrase qui m'a extrêmement marquée dans ce film, que j'ai vu une 20aine de fois, parce que vraiment il m'a énormément émue. C'est parce que moi je rêve, moi je ne le suis pas. Parce que moi je rêve, je ne suis pas fou. Et c'est quelque chose. Donc moi, la première fois que j'ai vu ce film, j'étais à la fin de mon adolescence, et ça a résonné. Je me suis dit waouh, c'est incroyable. Donc, c'est un film quand même assez dur. Et donc dans La forêt de mon père, donc dans mon premier long métrage, il y a des clins d'œil à Léolo. D'accord. Notamment dans Léolo, il y a une dinde qui a été ramenée par la maman, qui est dans la baignoire, donc dans la salle de bain. Et donc dans mon film, il y a un animal qui est dans la salle de bain aussi, qui n'est pas une dinde, que je laisserai découvrir à ceux et celles qui ont envie de le voir. Mais c'est un des hommages à Léolo. D'accord. Oui, tu me disais tous les petits clins d'œil, que ce soit des dessinateurs de BD, des réalisateurs. Broken, c'est quoi l'histoire derrière Broken ? Alors Broken, c'est un film anglais de Rufus Norris, qui est un metteur en scène de théâtre anglais. Donc moi j'aime beaucoup le cinéma anglais, parce que je trouve qu'il y a une attention aux émotions, aux personnages qui est assez forte. Et dans Broken, qui raconte l'histoire du point de vue aussi d'une jeune adolescente. Donc voilà, ça m'intéressait de voir aussi des films par rapport à La forêt de mon père, qui est du point de vue d'une adolescente, de voir d'autres films. Donc Broken raconte l'amitié de cette jeune fille dans son quartier avec son voisin qui a des troubles. Et comment elle ne le juge pas. Et il y a Tim Roth, donc qui est un très grand acteur, Little Odessa, j'ai un autre film que j'adore, qui joue le rôle du père. C'est un petit rôle, un rôle secondaire, puisque le film est vraiment centré sur cette jeune fille. Et je me suis dit, moi je vais faire pareil pour La forêt de mon père. Je vais trouver des parents qui pourront être des acteurs forts autour de ces enfants qui sont au cœur de mon film. Et j'ai été comblée, puisque Ludivine Sagnier, je l'ai rencontrée lors d'une cérémonie des vœux du Centre national du cinéma français. Donc je l'ai abordée, elle chantait sur une musique d'Alex Baupin, qui est compositeur de Christophe Honoré. Donc j'ai été la voir à la fin du concert. On s'est vu le lendemain. Et elle m'a dit oui le surlendemain, donc en 2 jours. Génial. Donc Ludivine Sagnier et Alban Lenoir. Alban, je me rappellerai toujours de la rencontre avec Alban dans un café du 11e arrondissement. Son côté direct, son émotion, c'est un acteur qui a une maîtrise incroyable de son corps, qui est humble, qui est généreux, qui est sincère. Voilà. Donc ils m'ont dit oui tous les deux. Alors qu'au début j'avais galéré pour ce film au départ. Enfin voilà, puisque j'ai gardé cette volonté d'avoir ce point de vue des enfants. On dit toujours dans les films, faut pas des enfants, faut pas des animaux. Dans mon film, il y en a. Et donc voilà. Donc du coup j'ai voulu ça, et donc Alban et Ludivine m'ont dit oui. J'avais pas écrit au départ pour eux, j'avais écrit avec ce côté conte qu'on retrouve dans le film. C'est un conte, je pense, ça frotte si tu veux, dans le film, le documenté, le côté très réaliste frotte avec le conte. Voilà. Et le conte au sens large, voilà, c'est les histoires qui nous maintiennent en vie, qui nous donnent des choses à entendre, des civilisations passées. Donc voilà. Et ça a été quelque chose qui a été dans le parcours du film, qui a été assez long, un premier long métrage, qui a été quelque chose, un cadeau. Et donc on s'est rencontrés en fin 2016 pour Alban, et donc en janvier 2017 pour Ludivine. On a tourné le film fin 2018 et ils ne m'ont jamais lâché. Génial. Donc c'est-à-dire que
Mais par exemple, s'est fait naturellement, quoi. tu me disais Alban, après on parlera peut-être un petit peu de ce qui t'a motivé à créer le film, etc. Mais tu croises Alban dans un café et tu vas le voir en disant « Bonjour, je m'appelle Véro, je suis réalisatrice, est-ce que tu veux être dans mon film ?» Non, c'est pas comme ça. Enfin, alors, Ludivine, c'est comme ça. Enfin, donc, elle chantait, Ludivine chantait dans les vœux du CNC. Et moi, je suis très, très sensible aux voix. Parce que la voix, c'est quelque chose qui raconte beaucoup la vie. Elle est porte, c'est notre souffle aussi. Enfin, c'est quelque chose qui sort d'une... Donc, du coup, quand j'ai entendu chanter Ludivine, j'ai une résonance très forte. Et donc, j'ai été la voir, je l'ai attendue. Alors, j'ai pas osé tout de suite l'aborder. Donc, elle a vu que je la regardais, elle est venue vers moi. Et elle m'a demandé ce que je lui voulais. Je lui ai dit que j'avais un projet. Je lui ai dit que je voulais rencontrer les acteurs. Et puis, voilà, que c'était important cette rencontre. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait pour Ludivine. Pour Alban, ça a été un tout petit peu plus classique. C'est-à-dire que on s'est donné rendez-vous. On attendait. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'on s'est reconnus dans la rue. Enfin, il m'a reconnu. Il te connaissait déjà. Il me connaissait pas. C'est-à-dire, j'ai vu un grand gars avec un petit chien. Et moi, je viens toujours avant les rendez-vous. Ça me stresse toujours un peu les rendez-vous. J'ai besoin de repérer les lieux avant de savoir où je vais et tout. Et donc, il y a eu ça. Et puis, il y a eu cette grande discussion et cette envie que j'ai ressentie chez lui. Et je pense que c'est important. Bon, on dit que les acteurs, enfin là j'ai revu Le Goût des autres avec Bakri hier soir, et il y avait Anne Alvaro qui disait être acteur c'est dans le désir des autres. Donc vrai, il y a l'acteur, mais être réalisateur, être auteur, je pense que ce désir qu'on a de faire équipe, il est extrêmement important. Et d'ailleurs, il peut donner vraiment de la force et de la confiance. Et parce que c'est jamais inné, quoi. La force, la confiance, c'est jamais inné. C'est quelque chose qui vient aussi pour moi, en tout cas dans ma vie, de ce travail en commun avec les autres qui peut se faire, quoi. Voilà. Ouais, bah oui. Enfin, moi, j'y connais pas grand-chose en cinéma, mais j'imagine qu'en tant que réalisatrice, il doit y avoir cette connivence avec les acteurs. C'est un travail un peu particulier puisque quand tu vois le parcours d'un film, en fait, la face émergée de l'iceberg, c'est le tournage. Tout le monde parle du tournage. Et dans mon cas, le tournage de La Forêt de mon père, c'était 28 jours. Ok. Donc voilà, donc la Forêt de mon père, l'écriture a été assez longue puisque après j'ai eu des choses dans ma vie personnelle aussi avec ma famille à régler et puis à travailler. Voilà, j'ai des enfants, une vie de famille, il faut que je gagne ma vie. Bien et il y a eu la recherche de financement. Ouais, ça j'ai toujours l'impression que c'est compliqué de ça. C'est un peu compliqué et en même temps j'ai eu la chance d'être accompagnée par une productrice belge qui s'appelle Isabelle Truc qui a cru au projet et qui a eu des intuitions qu'on a partagées. Par exemple, à un moment donné, il dit il faudrait retravailler encore le scénario, on va demander plutôt une aide au développement qu'une aide à la production. Donc en tant qu'auteur, on digère ça, on se dit putain, une aide au développement, je vais encore devoir attendre. Et en même temps, cette attente des fois, elle est intéressante parce qu'elle permet de retravailler les choses. Donc nous, la principale question au moment du financement, c'est un film sur quelque chose qui fait peur. Il faut savoir que quand même la psychiatrie et la forêt de mon père, ça raconte l'histoire dans une famille aimante du point de vue d'une adolescente de 15 ans, le basculement de son père dans la psychose et le fait qu'elle comprend pas ce qui se passe. Donc on n'est pas dans un film diagnostic, on est dans un film de ressenti. Oui. Et tout le film, c'est le parcours de cette jeune fille pour comprendre ce qui se passe, se libérer, être libre, voilà, se rendre compte qu'elle peut peut-être pas le sauver, mais qu'elle peut sauver elle-même, et qu'elle peut trouver des alliés. Et que son père, parce que c'est un film tourné vers l'espoir aussi, et que son père va revenir. C'est ça. Donc au départ, j'ai eu face à moi deux types de réactions. Soit c'est pas assez trash, on montre souvent la santé mentale et les personnes qui souffrent de façon assez laide, dramatique, voilà. Donc ils ont les stigmates des victimes, d'où l'intérêt pour moi de travailler avec Alban Lenoir,
qui n'a pas, enfin voilà, qui porte pas ça en lui, parce que Oui, c'est vrai. les maladies psychiques, les troubles psychiques peuvent toucher n'importe qui. Enfin voilà, c'est une personne sur 5. Ouais. On parle d'une personne sur 5. Donc il y avait ça, ou alors ça fait peur. Donc de nouveau dans le tabou, dans la stigmatisation, ça fait peur et ça va intéresser personne. Et donc du coup, c'est entre ces deux choses-là qu'il fallait naviguer. Donc, moi, j'ai revendiqué quelque chose qui me ressemble, c'est-à-dire à la fois de l'émotion et de la sensibilité, et aussi de la douceur et de la pudeur, mais sans détourner le regard, puisque dans le film, donc il y a qu'une petite partie qui est tournée à l'hôpital psychiatrique, dont beaucoup de personnes me parlent, beaucoup, alors que le film se passe principalement dans la famille, dans la société, là où vivent la plupart des personnes qui sont en souffrance. Elles sont avec nous. C'est ton voisin, c'est ton ami, c'est ton frère, ta sœur, ton père, ta mère. Voilà, ça, c'est quelque chose à revendiquer. Et donc, du coup, au moment du financement, j'ai eu la chance de travailler dès le départ. Enfin, j'ai sollicité des lettres d'intérêt de professionnels qui ont travaillé avec moi comme consultants. Spécialisés de scénario, donc infirmière en psychiatrie, le collectif Quelle Hospitalité pour la Folie, l'UNAFAM, l'Union nationale des amis et familles de malades psychiques, Similes qui est en Belgique. Similes, c'est l'équivalent de l'UNAFAM, donc une association de proches et de familles, une association de thérapeutes, les luxembourgeois, les Suisses, pour dire voilà, vous me dites que ça va intéresser personne, je vous montre que non. Et donc du coup, ce travail avec les associations, c'est vrai que ça peut faire un peu niche, mais moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ensuite, au moment de la diffusion du film, là le film est sorti juste dans la petite fenêtre où les salles de cinéma étaient ouvertes, donc entre deux confinements. 8 juillet 2020. Voilà, on a encore des projections donc qui sont prévues à la réouverture des salles que j'espère prochaine. Et donc ce sont venus s'ajouter aux associations que j'avais sollicitées dès la recherche de financement, la Ligue des droits de l'homme en France, Ligue des droits humains en Belgique, et Falleret, la fondation Falleret, qui a un service spécifique qui s'appelle Les Funambules Falleret, fondé par Hélène Daftian, qui est une de mes consultantes, qui s'intéresse à cette spécificité de ce qu'on appelle les Forgotten Children, donc les enfants oubliés de la psychiatrie, c'est-à-dire des enfants et des jeunes qui grandissent avec un proche en souffrance psychique. On n'a pas de chiffres ici en France, mais en Belgique, il y a une enquête qui a été diligentée dans les lycées à Bruxelles, voilà, donc dans les classes de... J'essaie de trouver l'équivalent seconde. Voilà. Et donc, c'est 2 enfants, ça représente quand même 2 enfants par classe de 22 élèves. Ce qui est beaucoup. Énorme. Donc, quand on parle de proches, ça peut être frère ou sœur, papa, maman, comme dans mon film, grand-père, grand-mère, oncle, tante, enfin voilà, proche, c'est vraiment la famille rapprochée. Et donc, voilà. Et donc, c'est comme ça que ça s'est créé. Moi, je diverge un peu. Non, mais c'est super. C'est un peu l'ADN du podcast. Mais ça a dû être un travail pharaonique d'aller voir toutes ces personnes, de récolter des fonds, des aides, etc. Pour faire un film comme le tien, un film d'auteur, un film, je sais pas si c'est indépendant, mais j'imagine, enfin, ça va être un peu... Moi, d'extérieur, j'ai toujours eu l'impression que faire un film comme ça doit être la croix et la bannière, quoi, pour y arriver. J'aime pas quand on dit la croix et la bannière et pharaonique, pardon. D'accord, Jérémy, non, mais bien sûr. Parce que pour moi, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est de l'ordre de de l'énergie et aussi d'être ensemble. En fait, ça a donné du sens. Moi, je fais du cinéma aussi parce que j'ai envie de changer le monde. Bah oui. Donc voilà, pas seulement pour la reconnaissance de mon petit nombril, etc. Oui, c'est super, tout ça, mais moi, je suis très, très à l'aise derrière la caméra, un peu cachée, un peu discrète, mais ça m'a porté. En fait, bien sûr. Et il y avait la nécessité de dire, et je fais un peu du cinéma comme un chaman, hein, c'est-à-dire je me considère un peu comme un chaman. Et mon tambour, c'est le cinéma. C'est-à-dire que c'est pas mon histoire que je raconte, c'est une histoire, c'est l'histoire des autres aussi. Et c'est comme le film La forêt de mon père, c'est comme une caisse de résonance qui va résonner avec les histoires des autres. Et c'est ça la magie du cinéma. Tu t'assieds dans une salle, tu vois un film, et en fait chacun reçoit le film d'une manière particulière. J'adore le mot projection. Donc voilà, cette projection, ça se projette sur toi.
Et donc c'est ça qui m'intéresse. Donc ça m'a pas semblé la croix et la bannière. Le parcours m'a semblé long. Là, j'espère aller plus vite pour les prochains projets. Mais il y a eu aussi des événements qui se sont passés et puis même un parcours intérieur, peut-être vers une forme de maturité, d'avoir moins peur. En fait, je pense que la peur peut nous paralyser aussi parce qu'on a peur, on veut bien faire, voilà. Donc du coup, j'ai appris beaucoup dans ce film à oser, à plus oser dans tout le parcours, quitte à se planter. C'est important aussi de pouvoir faire des erreurs et d'apprendre de ces erreurs. Et je pense que ça... Tu peux développer ça ? Je trouve ça super intéressant. Développer, par exemple, quand on a un refus... j'avais eu des refus au départ des acteurs belges que j'avais contactés. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, qu'est-ce que je vais faire comment je vais faire ou un refus d'une commission, ça ne me met pas ne remet pas totalement en question ce que je veux faire. Et donc du coup, des fois, j'ai eu peur de contacter quelqu'un, j'ai eu peur de déposer. Moi-même, moi j'ai pas fait d'école de cinéma, mais j'ai fait l'atelier scénario de la FEMI. C'est un âge, assez tardif, je trouve. Alors que je m'étais posé la question quand j'avais 20 ans, 22 ans, est-ce que je ferais pas une école de cinéma en Belgique ou en France ? Et j'ai pas osé. Alors après, le parcours a été différent. On va dire oui, mais c'est riche, mais c'est ça. Mais voilà. Donc maintenant, quand je regarde mon parcours, je me dis tiens, à ce moment-là, t'aurais peut-être pu oser. Ouais. Et c'est ça, cette réflexion-là qui fait que j'ai appris à oser plus, à aller plus. Et à avoir un peu plus confiance en moi, à prendre conscience aussi qu'on ne peut pas tout faire, qu'on n'est pas, la femme orchestre, l'homme orchestre, qu'on a besoin aussi des autres, mais que la place singulière de l'auteur qui porte son projet, son sujet, sa création, elle est centrale. Et t'es comme, t'es au milieu, t'es une espèce tu peux pas faire toute la maison, mais t'es le mur porteur. Bien sûr. Et donc du coup, ce mur porteur, ils ont besoin de toi. Et toi, t'as besoin d'eux parce que sinon, il n'y a pas de maison. Donc, du coup, c'est ça qui est important. Donc, maintenant, j'essaie j'ai toujours des craintes, des inquiétudes, comme des doutes, beaucoup de doutes. Moi, j'hypercluse du doute. Mais j'essaie de les dépasser pour arriver à ce que les choses se concrétisent, quoi. La difficulté dans le cinéma, c'est que ça coûte quand même beaucoup plus d'argent que d'écrire dans un cahier ou de faire une peinture, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de personnes, il y a des enjeux, mais est-ce qu'on pourrait dire que ton expérience chamanique, c'est à travers le cinéma? Ce besoin, parce que tu me disais tout à l'heure, pour moi en fait c'est normal, c'est ce besoin viscéral qui t'a ramené au cinéma, parce que tu me dis quand j'avais 22 ans je me disais ce serait bien, tu l'as pas fait finalement. La forêt de mon père, c'est ton premier long métrage. Alors, tu as fait des courts-métrages, des documentaires, etc. précédemment. Mais qu'est-ce qui t'a ramené ? Tu sais, j'aime bien parler sur ce podcast aussi des motivations des créatifs. Et qu'est-ce qui t'a ramené à il faut à tout prix que je fasse ce film ? Alors, il y a Nathanaël, qui est mon beau-fils, qui a eu son bac. Et qui me disait mais pourquoi tu fais... c'était une étape de sa vie juste avant de faire l'atelier scénario de la FEMI, c'est qui m'a dit mais et toi pourquoi, qu'est-ce que tu voulais faire, et voilà. Donc c'était cette question extrêmement humaine. J'avais fait des courts-métrages dont 2 courts-métrages qui parlent de la famille et de la prison, et de l'enfermement. Donc c'est une autre problématique qui m'interroge très fort. Et j'ai trouvé, je trouve qu'il faut aussi être attentif à ce que nous disent nos proches. Et j'ai trouvé qu'il avait quelque chose de vrai. Donc du coup, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte qu'il y avait une étape dans ma vie aussi, parce que quand on voit grandir ses enfants, je sais que t'as un enfant aussi, et en fait, on voit le temps qui défile autrement. Ouais. Moi, j'ai des enfants, j'ai aussi 2 filles, et donc du coup, je me suis dit peut-être que je devrais tenter et qu'il n'est pas trop tard. Tenter de raconter cette histoire qui bouillait à l'intérieur. C'était pas l'histoire au départ, c'était vraiment l'envie de faire un long métrage. D'accord. Au départ, c'était ça. Et donc j'avais, pour passer le concours de l'atelier scénario de la FEMIS, qui est une formation pour adultes,
Donc, il faut avoir plus de 28 ans pour le faire. Il fallait déposer 2 synopsis. Et naturellement, moi, je me suis décidée 48 heures avant la date limite. Mais voilà, donc j'ai pas dormi, j'ai fait ça et puis j'ai dit j'essaye. Ouais. Et ensuite il y avait l'étape d'écriture et donc on avait 6 heures pour écrire à partir d'une photo, d'une expression, 6 pages de synopsis d'un scénario et 3 pages de scène dialoguée. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Naturellement, au départ, je me suis plantée comme d'hab. Donc pendant 1 heure, j'ai écrit autre chose. Puis je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de raconter? Il faut que je prenne le plaisir parce que je pense que la notion de plaisir elle est extrêmement importante. C'est clair, on en parle régulièrement. Et donc du coup j'ai recommencé dans le concours donc j'avais 1h30 de retard et j'ai trouvé mon plaisir. Je me suis dit moi de toute façon ça marche pas. J'avais plus l'optique de réussir, j'avais l'optique de vraiment de me faire plaisir, d'avoir la joie. Et voilà, puis j'ai eu l'examen oral à passer. Et je voyais tout le monde qui était là, on était 32 quand même à la fin pour 21 places. On était, je crois, 300 à l'examen écrit. Enfin, voilà, l'écrémage était assez fort. Mais j'ai pas du tout eu la sensation de ça, quoi. En fait, j'étais que dans la joie. Et donc, quand j'ai passé mon oral, je me souviens, je leur ai dit, et ça fait, au jury, je dis, et vous savez quoi, même si vous me prenez pas, c'est pas grave. J'ai découvert que je pouvais écrire à partir d'une photo en 5 heures, quelque chose qui me plaise. Et ça, je trouve ça génial. Voilà. Donc et donc c'est vrai que déjà dès le départ je suis percluse de doute, j'ai des peurs, etc. Mais je suis une indécrottable optimiste. Ok. Voilà. Génial. Donc ça c'est quelque chose qui te porte. Hein. Qui me porte. Et l'optimisme, c'est avant tout pour moi, c'est la curiosité de demain. Ouais. Tu vois, c'est d'être curieux de demain. Bien donc sûr. du coup voilà. Et après j'étais retenue. Donc au départ c'était pas de raconter cette histoire. Celle de la forêt de mon père, c'est autre chose. C'était pas ça. Parce qu'après. Donc j'ai commencé l'atelier Scénario de la féministe on avait 2 synopsis, donc j'avais commencé à développer l'autre synopsis comme une espèce de stratégie d'évitement. Ah oui. Et donc du coup, je me suis mise à écrire la forêt de mon père 6 mois. Donc, l'atelier commençait en janvier et j'ai changé de projet en juin. Et qu'est-ce qui t'a ramené à la forêt de mon père? En fait, une compréhension. On avait des intervenants très chouettes à la Fémis, à l'atelier Scénario de la Fémis, et j'ai compris une chose, c'est que si je voulais bénéficier totalement de cet atelier, de cet enseignement, de se faire d'être en groupe comme ça, collectif, il fallait que j'aille vers une forme de simplicité, vers une forme de connaissance de quelque chose que tu connaissais, que je connaissais, mais pas trop proche, pas copier-coller de mon vécu, je voulais pas, mais quelque chose que je connaissais avec une résonance. Et en fait, je me suis enfermée pendant 1 semaine. Et j'ai rempli un cahier de 96 pages à la main. T'as tout sorti, quoi. J'ai pas tout sorti, j'ai écrit des choses comme ça, et après j'en ai fait 15 pages. Et après j'ai dit, je vais essayer de faire ça. Donc j'étais en retard par rapport aux autres, et quand mes camarades, on était 7 dans l'atelier, ont lu, j'ai senti dans leur regard qu'il y avait une justesse que peut-être que j'avais pas dans l'autre projet, qui était plus loin de moi. Et cette justesse, ça m'a donné de la force. Et en même temps, voilà, j'ai eu un événement familial qui est venu un peu changer mes plans, qui m'a demandé de faire, j'ai terminé l'atelier de scénario de la féminisme, mais j'ai pas été totalement au bout du scénario, mais il m'a demandé de faire une pause, et en même temps, j'ai reçu des aides, pour, du CNC et de l'association Beaumarchais SACD. Et en parallèle, comme la forêt de mon père parle des maladies psychiques, je voulais aussi pas être que dans un ressenti personnel. Donc j'ai cherché à rentrer à l'hôpital, psychiatrique, puisque mon papa vit avec un trouble psychique. Je voulais aller à l'hôpital pour partager la vie de l'hôpital comme artiste, pour comprendre de l'autre côté comment ça se passait avec les soignés et les soignants. Et donc, j'ai eu la chance de faire 3 résidences d'artistes, chacune de 18 mois. Donc, à Paul Guiraud, ici à Villejuif, où nous sommes. À Villévrard, avec l'hôpital de jour de Clichy-sous-Bois à Montfermeil. Et Rosny-sous-Bois, avec l'hôpital de jour de Rosny-sous-Bois, qui couvre, chaque fois, c'est sectorisé, donc ça couvre des choses.
Et pour ces films, donc c'est des courts-métrages de fiction, des comédies, 2 comédies et une comédie musicale qui parlent pas de l'hôpital. Voilà, donc voilà, j'ai eu cette chance-là. Et ça t'a permis de te documenter, c'est ça? Parce que j'imagine que tu connaissais relativement bien précédemment. Non, je sais pas comment est-ce qu'on peut connaître bien. Enfin, après, on est chacun avec nos histoires. C'est pas facile d'aller voir quelqu'un qu'on aime à l'hôpital. C'est pas facile de voir la souffrance. C'est difficile de comprendre le fonctionnement. On est chacun avec nos vies aussi, qu'on soit proche, soigné, soignant. Donc voilà, avec nos parcours. C'est pas vraiment un truc de documenter, mais ça m'a permis en tout cas d'être à une place qui me plaisait bien, c'est-à-dire que moi j'ai dans ces résidences j'ai dit aux personnes, voilà, je suis la fille de mon père extraordinaire, enfin un papa un peu particulier, extraordinaire, que j'aime, et je viens avec vous pour fabriquer ensemble avec humilité. Voilà, on va essayer de faire un truc ensemble, quoi. Et avec les gens avec qui je fais des films, je voudrais qu'ils viennent avec moi pour qu'on fasse avec vous ces films de fiction, parce que j'ai besoin qu'on change des regards sur les maladies psychiques. Et dans le film, d'ailleurs, il y a ça quand même, parce qu'il y a les garçons de la cité qui disent à Gina, salut toi, fille de Jimmy le fou, quoi. Ouais. Ça veut dire quoi? Et donc, cette possibilité d'entrer à l'hôpital m'a énormément aidée après, au moment de la recherche de l'hôpital où nous avons tourné les scènes. Donc on a fait des repérages dans les Hauts-de-France, parce que j'ai une aide de Pictanovo, qui est le fonds régional d'aide au cinéma en région Hauts-de-France, donc Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Ces films que j'ai faits avaient déjà pas mal questionné l'institution, puisque dans les films que j'ai réalisés avec ces soignants et ces soignés, on ne sait pas qui est malade et qui l'est pas. Ah d'accord. Donc voilà, donc ça m'a intéressé, cette humanité profonde, c'est tout le monde est citoyen. Ça avait beaucoup questionné. Enfin, j'ai participé à des festivals de santé mentale, mais aussi au Festival de Cannes avec un des films, un des courts-métrages, dans le Short Film Corner. Et donc, du coup, ça avait fait parler, cette démarche singulière d'artiste qui vient pas à l'hôpital pour se documenter. C'est pour ça que quand tu dis ça, vraiment pour pas faire avec. Ce qui est différent, c'est pas faire sur, mais c'est faire avec. Et du coup, quand j'étais à Bailleul, et que j'ai rencontré Pierre Van de Voort, qui est le chargé de communication de l'hôpital, il voulait me voir moi toute seule avec mon assistant Fred Alexandre, qui est un mec génial du Nord. J'adore Fred, c'est un ami. Très important de choisir les membres de son équipe avec humanité. Il connaissait mon travail, et donc il savait que j'allais respecter aussi, puisque j'avais été dans les services, j'avais compris un peu aussi la notion d'intimité, des patients, intimité des personnels de l'hôpital. Parce qu'il faut savoir que certains documentaires ont provoqué des crises dans certains services. Ah d'accord. Voilà, parce que voilà, donc il y avait ça. Donc la discussion a été super, quoi. Par exemple, à Bailleul, moi j'avais besoin d'arpenter les décors. J'ai besoin d'être longtemps avant dans les décors. Donc j'avais été à la cité en forêt, tout près de la forêt où on a tourné, mais aussi à l'hôpital de Bailleul. On n'a pas été juste le temps du tournage. On a tourné une dizaine de jours, à une semaine, enfin je sais plus, 8 à 10 jours, je sais plus, à Bailleul. Mais j'avais besoin d'être avec eux. Donc j'ai pu aller même la nuit. Donc j'ai pu réécrire aussi le scénario. Voilà, enfin c'est ce côté d'arpenter le décor permet de reconfronter le script, l'imaginaire au réel, et ce qui est important. Et donc voilà, donc il y a une discussion, on a pu tourner partout. Avec le service sécurité aussi, Pascal Lescaut, qui était aussi les gens du PC Sécurité, de l'hôpital de Bailleul, et toujours avec cette démarche humaine, en fait. Moi, j'ai besoin de ça. Enfin, je pense que le cinéma, c'est des gens qui disent qu'ils s'en foutent de ce qui se passe derrière la caméra. Moi, j'ai envie de savoir si la pomme que je bouffe, elle a été plantée en exploitant plein de gens, en me foutant plein de pesticides. Donc, moi, je trouve que quand même, il y a des gens qui disent, bon, on s'en fout, comment ça a été fait? Bah non. Voilà. Je vais dire non. Moi, non. J'ai besoin, même si ça se transparaît pas à l'écran, d'avoir, moi, cette aventure humaine qui constitue la création que j'ai faite collectivement. J'ai besoin qu'elle soit à mon image, à l'image des gens avec qui j'ai fabriqué, avec de l'humanité. Ça, c'est hyper important pour moi, quoi. Et humainement, comment est-ce que cette aventure
qu'a été La forêt de mon père, mais tout le processus qui a précédé aussi, en quoi ça t'a transformé? J'ai déjà dit le fait de oser plus. Ouais. Voilà. Et ça m'a transformé. Ça... Il y a des moments, c'était vraiment difficile, mais fallait tenir, comme j'ai dit, le mur porteur. Bien sûr. J'ai appris énormément. Humainement, j'ai appris énormément et je crois que ça m'a encore plus appris qu'il fallait être attentif aux vulnérabilités, aux fragilités des autres, et que ces vulnérabilités, ces fragilités étaient des richesses énormes pour non pas pour s'en servir ou pour faire du pouvoir, mais pour questionner vraiment le vivre ensemble. Je dirais ça. Et ça m'a appris aussi que si on faisait quelque chose qui nous semblait juste, on avait peut-être plus de force pour le partager avec les autres. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est... La justesse et l'énergie dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Et tu l'as brièvement mentionné tout à l'heure, c'est un film de fiction. Et quand on s'est parlé au téléphone la semaine dernière pour préparer l'interview, tu me disais qu'il y avait une véritable volonté de choisir la fiction pour ne pas se figer dans l'histoire. Parce qu'on t'avait peut-être suggéré de faire documentaire, etc. Est-ce que tu pourrais un peu parler de ce choix de la fiction? Alors déjà, je voulais juste dire en préambule que j'adore les documentaires et que je trouve que c'est important qu'il y ait des démarches documentaires. Et je respecte aussi les documentaires autobiographiques. Ouais. Voilà, enfin, je vais juste pas opposer les choses, quoi. Bien sûr. Je veux juste parler d'une démarche personnelle. Ouais. Voilà, enfin, juste, voilà. Et puis, tu as fait des documentaires, de toute façon. Oui, j'ai fait des documentaires aussi, pas sur moi-même, pas mais sur sur toi. des... Ouais, voilà. c'est vrai. Bon. En fait, je pense que c'est lié à mon parcours de vie et de l'appétit aussi pour l'émotionnel, le sensationnel de la société actuelle. On est, on cherche à avoir un shot d'émotion, pas mal quand même. Et quand j'étais adolescente, j'ai été sollicitée dès mon adolescence parce que le parcours de vie que j'ai eu, voilà, était un peu bigger than life. Il s'est passé des choses, etc. Et on était un peu sur le devant de la scène. Et puis comme les gens, enfin, des réalisateurs, réalisatrices bien intentionnés, vous voyez que, enfin, c'est leur mot, que je m'en sortais. Ils m'ont contacté pour que, voilà, ce serait vraiment, ça donnerait de l'espoir aux autres, ce serait un exemple. Moi, je pense qu'on peut pas être exemplaire. On est chacun avec notre parcours personnel, avec nos forces, nos fragilités, et je voulais pas du tout être exemplaire. Et puis j'ai pensé quand j'étais adolescente que je vivrais longtemps. Et donc du coup voilà que ce que je vivais là, puisque je suis optimiste, je suis curieuse de demain, que c'était qu'un passage, et que du coup je voulais pas être figée dans cette histoire-là, et surtout je voulais pas utiliser mes proches, enfin voilà, mes parents, mes frères, mes sœurs, ces personnes que j'aime profondément. Voilà, je me sentais pas la force, en tout cas, de décaler suffisamment dans le documentaire ça. Bien sûr. Et donc du coup, il y avait ce refus d'être exemplaire et cette volonté de pas être figée dans une histoire personnelle. Et j'ai trouvé dans la fiction, surtout après avoir lu les mots de Toni Morrison, les histoires sont importantes, elles nous maintiennent en vie. Quelque chose qui a résonné pas mal chez moi, c'est-à-dire le fait que la fiction, ça nous permet de parler des choses sans forcément nous cacher, mais en tout cas d'accueillir les histoires des autres. Et je pense que ça, c'est super important. Ouais. D'accueillir les histoires des autres. Et le film
La forêt de mon père, et aussi des courts-métrages que j'ai fait notamment sur la prison, qui ont été dans les prisons, voilà, m'ont montré que cette fiction justement permettait d'accueillir ça. Donc c'est pas pour opposer documentaire et fiction, mais c'est que moi, de la place où je suis, de la vie que j'ai eue, je me dois quand même de protéger un peu l'intimité, c'est sûr, la vie personnelle de mes proches. Ben c'était le meilleur moyen de parler de ça. Oui. Puis voilà. on te retrouve dans l'histoire, mais c'est pas, il y a plein d'autres. Il y a des échos. Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup aimé donc ma maman. Enfin, j'ai pas fait lire le scénario à mes parents, mais ma maman, quand elle est venue avec mon père au festival de Namur, au FIF, où le film a été présenté en première internationale. Enfin, il y avait Ludivine qui était là et qui a demandé à ma maman, voilà. Alors, qu'est-ce que ça vous a qu'est-ce que vous en avez pensé? Elle a dit ça pourrait être vrai, mais c'est pas ça. Donc du coup, j'ai trouvé ça extrêmement beau. Enfin, c'est Ludivine qui me l'a dit. Ça pourrait être vrai. Et je trouve que du coup, c'est une pudeur. Et ensuite, on en a parlé et parce qu'ils avaient quand même. Enfin, mon père n'a jamais eu peur m'a toujours fait confiance dans mon désir de fiction. D'accord. Mais ma maman était inquiète et mon plus jeune frère. Nous, j'ai que des frères. J'ai pas de sœurs. On est 5. Et mon plus jeune frère avait un peu, une appréhension qui s'est dissipée puisqu'ils sont venus. Ils sont venus à Namur et donc ils ont compris aussi pourquoi j'ai fait ce film, non pas pour stigmatiser notre famille, ce qu'on a vécu, puisque on a quand même vécu des choses où on a dû prendre la parole face à des journalistes pour certains événements qui étaient plutôt dans l'ordre du fait divers, et ça fait mal, c'est très très dur, quoi. Bien sûr. Et donc du coup voilà, donc ça a ouvert un dialogue incroyable dans notre famille. C'est vrai. Et je trouve que je sais pas, ça nous a rapprochés. C'est un film qui nous a aussi, nous, dans notre famille, rapprochés et ouvert, libéré la parole. Et ça a libéré la parole aussi chez d'autres personnes. Je reçois tous les jours des courriers, quoi. C'est incroyable, quoi. Donc, voilà. Wow. Ça doit être hyper fort. Enfin, ouais, c'est... D'avoir pu, cette ouverture de parole, non seulement avec tes proches, mais aussi avec le public, puis plein de gens que tu connais pas. Nous, en l'occurrence, tu vois, moi j'ai vu la promo de ton film à la librairie où on habite, et puis nous voilà en train de discuter, et je me demandais aussi, tu vois, on avait parlé la dernière fois aussi de la promo du film, et moi ce que j'ai appelé la guérilla promo, mais là il y a aussi ce désir d'ouverture de dialogue avec ce public où quelque part t'as été toi-même chercher et provoquer les conversations. Est-ce qu'on peut un peu en parler? Oui, alors, j'ai beaucoup aimé. Alors je vais te dire, Jérémy, merci, parce que promo guérilla, je vais pas penser, et je te remercie parce que c'est ça que j'aime, tu vois, dans l'échange avec l'autre. Ouais. Cet autre que tu es là aujourd'hui, c'est ça. Je dis ah oui, peut-être. Donc il faut savoir que le cinéma vit une situation, enfin la culture en général, le monde culturel, une situation inédite, et que moi, donc j'avais appris début février que le film était sélectionné dans une des sections parallèles du Festival de Cannes, donc 2020, qui s'appelle Écran Junior. Écran Junior, c'est 9 films internationaux à destination des adolescents et des jeunes. Donc j'étais super contente, mais on pouvait pas le dire. Ah. Arrive le premier confinement, l'annulation du Festival de Cannes, l'annulation surtout de cette section, puisque le public et le jury de cette section, ce sont des jeunes et des adolescents, donc elle a purement. Donc j'avais pas le tremplin. Le film devait sortir initialement le 29 mai, juste après le Festival de Cannes. On avait des chouettes sélections, toute la lumière qu'on aurait pu avoir, qui aurait apporté d'autres choses. Voilà, on n'a pas eu ça. Donc à l'annonce du confinement, donc c'était le 12 mars, j'étais à Stavelot, pas très loin de ma région d'enfance, en Belgique, dans un des plus vieux cinémas belges, donc le cinéma Versailles. Il y avait le docteur Benoît Gillin qui avait fait 150 km aller, 150 km retour pour venir assister au film, parce que j'avais dit que je voulais changer le monde. Il est venu. Et donc là, on apprend que, c'est le confinement. Donc déjà, la première réaction, ça a été bon. Qu'est-ce que je fais? Et moi, je suis toujours j'essaie toujours de rebondir. Donc déjà, dès le 16 mars, on a lancé une opération
qui s'appelle La Forêt Virtuelle, qui se poursuit d'ailleurs. Je fais un appel à tous les créatifs qui nous écoutent. Donc c'est de créer ensemble une forêt virtuelle pour attendre la forêt de mon père. Donc chacun dessine des arbres, ou crée des arbres. On en a reçu en tricot, des origamis en papier alu de paquets de clopes, voilà tout. Donc voilà, et donc c'est pour créer une forêt ensemble qui pourrait accompagner la forêt de mon père. Donc quand il fait ça nous a permis un soutien. On a reçu 450 arbres dans le premier confinement, donc à la fois d'Argentine, de Bangkok, de France, de Belgique, de Suisse, d'un peu partout. Des hôpitaux, des gens à l'hôpital, des gens hors de l'hôpital, des GEM. Et franchement, déjà, ça m'a porté. C'est une forêt qui est chez toi, qu'on peut voir quelque part? Alors, c'est une forêt qu'on peut voir sur Piwigo, qui est une galerie open source. Ah, d'accord. Piwigo, donc forêtvirtuelle.piwigo. piwigo.forêtvirtuelle.com, je crois. Okay, je vais le mettre dans les notes. Et Facebook, En attendant la forêt de mon père. D'accord. Voilà. Et donc on a fait ça déjà. Et après, on a appris que le film sortirait le 5 août, mais non, le 15 juillet, et finalement le 8 juillet. Donc à partir de là, moi j'ai dit oui à tous les ciné-débats. Donc j'ai eu la chance d'avoir l'aide, le soutien à la diffusion de la Ligue des droits de l'homme, qui a permis aussi de faire des mini-tournées, d'aller en rencontrer le public. Moi je voulais pas que mon film je voulais pas ne pas rencontrer le public, quoi. Donc du coup ça s'est commencé comme ça. Et comme Mathieu Bastide, qui est mon compagnon, mari, âme sœur, chef opérateur, on a une association avec une caméra, etc. On s'est dit, pour garder une trace de ces ciné-débats, on va faire des pastilles, tu sais, écho du public, quoi. On a commencé comme ça. Tu t'es pointé devant les cinémas et t'as... Non. Quand j'étais là, au départ, c'était ça, quoi. Donc on a récolté les paroles du public. On peut voir sur la page YouTube de La Forêt de mon père. D'accord. Et ensuite, je me suis dit, mais comment je vais garder le film dans les salles? Et j'avais tellement envie d'avoir ce débat avec le public. La situation était compliquée. Alors, ça a commencé grâce à l'hôpital de jour de Paul Guiraud, Villejuif, c'est-à-dire que le groupe avec qui j'avais fait un des films en résidence n'avait pas pu venir un soir en avant-première, mais en journée, ils pouvaient venir. Donc du coup, je leur ai dit, si vous allez dans le cinéma... le Select à Antony, mais je vous attends à la sortie et on fait un débat à la sortie. Improvisé. Voilà, donc ça s'est passé comme ça et j'ai trouvé ça très chouette et je me suis dit super, parce que quand on a un premier long métrage avec un très très petit budget de promotion, ce qui est le cas des premiers longs métrages des films de femmes, on n'a pas d'affiches dans les rues. Moi le film il est majoritaire belge, donc du coup j'ai découvert plein de choses, qu'il y a des trucs auxquels on n'avait pas accès. Ni de bande-annonce payante dans les trucs des réseaux, etc. Donc du coup, j'avais cette énergie et j'avais tellement kiffé le truc de l'échange un peu impromptu comme ça. Ouais. Je me suis dit, je me mets sur les réseaux sociaux et je mets débat de trottoir. Donc j'ai appelé ça les débats de trottoir. Et ensuite, il y a eu un groupe d'Anières qui est venu au MK2 Parnasse. Et donc du coup, et ça a marché. Moi, j'étais avec mon micro, ma petite enceinte... sur le trottoir en face. J'ai fait ça au studio Galande. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que sur Internet, quand vous voyez les avis Google, il y a quelqu'un qui dit, d'ailleurs, c'était sympa, il y a la réalisatrice on a eu la surprise d'avoir la réalisatrice qui était dans la rue, devant le cinéma. Et donc, du coup, ça a permis aussi une belle rencontre avec Dragan Klizarik, qui est le programmateur du cinéma L'Épée de Bois, qui est rue Mouffetard. Et du coup, elle dit, mais votre débat trottoir, vous voulez pas les faire à l'intérieur? Donc, on a, gardé jusqu'au 22 octobre, date de 2020, date de notre dernier ciné-débat à l'Épée de Bois, mais c'est pas fini. Grâce à Dragan et grâce à cette envie. Donc, ces débats de trottoir impromptus, au moins, m'ont apporté beaucoup de choses, ont permis de discuter, parce qu'il y a des gens qui étaient pas d'accord, qui disaient, mais vous présentez la psychiatrie sous un œil coercitif, machin, etc. Donc, c'est très bien de pouvoir discuter. Ouais, et je trouve que sinon, on a que les trucs là sur les sites internet, ce qui est très bien, mais on n'est même pas sûr. Comment est-ce qu'on peut échanger avec le public, quoi? Comment est-ce qu'un artiste peut échanger et donc du coup voilà. Donc ces débats de trottoir m'ont permis de faire des débats d'intérieur. Ouais, c'est vrai. Et de garder quand même le film 13 semaines à Paris. Ouais. Pour un premier long, c'est voilà. Et c'est pas fini puisque avec Dragan on continue.
Et ce qui était génial, c'est que vraiment, je dois dire que le cinéma L'Épée de Bois, donc c'est un cinéma indépendant, un cinéma de quartier. Ouais, j'y suis allé une fois. Il y a 2 salles qu'on a chaque fois remplies dans nos séances. J'ai fait des séances avec des associations d'empowerment, donc comme des fous, la Maison Perchée aussi, des associations de personnes qui sont vraiment concernées. Ça, c'était une très belle surprise aussi pour moi. Je m'attendais pas à ce que les personnes se reconnaissent dans la justesse de la présentation des personnes qui vivent un grand trouble. Et donc du coup, on a même là il y a une exposition des photos de tournage dans le hall du cinéma L'Épée de Bois qu'on a faite aussi, donc voilà, qui va rester. Et c'est vraiment précieux de pouvoir, comment dire, pas se laisser abattre, enfin de faire des choses, contacter les assos. On a fait des choses avec le GEM, par exemple. Un GEM, c'est un groupe d'entraide mutuelle à Mamers. Donc, ils avaient fait un très bel arbre. J'avais obtenu l'accord du cinéma qui m'invitait pour un ciné-débat. Le président Emmanuel Chevreul, voilà. Et donc, j'ai dit, mais j'aimerais bien qu'il y ait l'arbre. Enfin, si vous voulez faire un arbre collectif, dans l'idée de la forêt virtuelle, faites-le. Donc, ça, c'était le 26 mars, un dernier ciné-débat très, très beau, très émouvant. Voilà, parce que moi, mon idée, c'était que si on peut chacun apporter quelque chose dans le cinéma, quelque chose de concret, quoi, tu vois, un objet, bah du coup ça pouvait encore motiver plus à venir voir le film ensemble, parce qu'on peut voir des films sur les plateformes, les machins, à la télé, mais voilà, le voir ensemble dans le noir, c'était ça mon idée. Et donc ils ont fait un arbre magnifique qu'on peut voir sur la page de Facebook de la forêt de mon père. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que t'as pas attendu que les autres fassent les choses pour toi, t'y es allé toi-même. Et il y a aussi la force du collectif qui se retrouve dans tout ce que tu me dis. Bah, ce qu'il y a, c'est que, j'y ai été moi-même, et puis aussi accueillir les propositions des autres. Oui, bien sûr. C'est ça, c'est important, quoi, de se dire, ah oui, j'ai tout fait. Bah non, c'est pas vrai. On a fait des choses. Enfin, j'ai fait les profils Instagram, Facebook, c'est moi qui les gère. Là, le film est éligible au César du meilleur film étranger. Parce que il est belge majoritaire, donc c'est pas qu'il est pas bien, mais pour être dans les premiers films, et c'est que voilà, il y a un règlement des Césars, tout ça. Donc voilà, et les films belges sont dans une autre catégorie. Alors les films belges majoritaires, puisqu'il y a des films, par exemple Jumbo, c'est un film de Zoé Witok, qui est une réalisatrice belge, mais qui a eu un financement majoritaire français. Donc du coup, il est dans la catégorie. C'est des catégories, on met des choses dans les cases. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être créatif, quoi. La forêt virtuelle, par exemple, c'était un truc très créatif qui fait du bien, qui fait un appel à la générosité. Moi, je remercie vraiment tous les gens qui ont contribué à la forêt virtuelle. Pour dire aussi que voilà, à ce moment-là, en mars, moi, j'ai contacté le CRESAM qui est en Belgique pour la semaine de santé mentale. J'avais vu qu'il y avait la semaine de santé mentale. J'ai pas attendu qu'on soit dans l'attente. Je me suis dit, les associations, tous les services, ils ont une autre temporalité que le cinéma qui piffe pas fouf très vite. Donc ils ont besoin de longueur d'avance. Donc ça va être long. Donc il faut consacrer du temps. Donc j'ai appelé Julie Delbascourt du CRESAM. On a fait une semaine de projection, semaine de la santé mentale en Belgique, avec ce que j'avais demandé, c'est-à-dire les associations de soignés. Les associations de soignants et les associations de proches, pour vraiment que la parole circule, quoi. Et donc du coup, ce que j'ai demandé aussi, et que je suis vraiment hyper contente, et que l'équipe de IOTA Productions, donc la société de production belge, a mis en œuvre, c'est un petit court-métrage qui était présenté avec les arbres, avec une sélection des arbres de la forêt virtuelle, avant mon long-métrage dans les salles de cinéma. Excellent. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il faut pas seulement prendre des choses des autres, mais comment dire, partager, quoi. Un échange. Donc du coup, voilà. Donc si vous voulez participer à la forêt virtuelle, je referai un petit court-métrage avec vos arbres pour ça. Appel à tous les auditeurs. Voilà. Très bien. Faites-le. Et est-ce que pour terminer, tu pourrais me parler de ces 2 bandes dessinées dont tu m'avais parlé, qui t'ont beaucoup inspiré, que moi je ne connaissais pas. J'imagine qu'il y a des auditeurs qui connaissent, mais vas-y. Alors moi je suis une grande lectrice de romans graphiques. C'est un vrai plaisir. C'est quelque chose d'assez fort. Moi, c'est des bandes dessinées chamanes, c'est des chamanes, voilà. Donc on a là une première bande dessinée. Donc moi je fonctionne par résonance,
C'est-à-dire que je lis une scène ou 3 cases, des dialogues et pouf, ça m'ouvre l'imaginaire. L'imaginaire des autres est une invitation vers mon imaginaire. Et donc du coup, il y a Je ne t'ai jamais aimé de Chester Brown, qui est un auteur canadien, qui a grandi avec une maman atteinte de schizophrénie. Et donc c'est un ouvrage à la fois extrêmement sincère, autobiographique, mais aussi décalé, qui fait fiction. L'auteur raconte sa vie. Mais derrière cette BD qui est en noir et blanc, ce roman graphique, je pourrais dire. Il y a des annotations de ses inspirations. Et ça, ça aussi, ça a été vraiment une grande ouverture. J'aime beaucoup ce qui fait Je ne t'ai jamais aimé. C'est notamment la scène avec les gamins en bas de l'immeuble et la façon qu'a le personnage de Gina de se présenter au monde, etc. Dans ton film. Dans mon film. Ouais. Et ensuite, il y a Nate Powell qui a un super profil Instagram, See My Brother Dance, qui a écrit Chester Brown, c'est chez Delcourt. Et Nate Powell, c'est Swallow Me Whole, donc avale-moi tout entière chez Casterman. Et c'est l'histoire d'un jeune garçon qui se rend compte que sa sœur glisse. Parce que en fait, je voulais juste préciser que basculement c'est un peu fort. En fait, c'est un glissement qui se fait petit à petit dans la maladie, quoi. Donc c'est une bande dessinée qui est extrêmement juste, avec un ressenti, avec une contemplation qu'on peut avoir des images. C'est ça qui est très fort aussi. Je trouve que dans la richesse de l'illustration, de la création, de tous les artistes aussi. Moi, souvent, je suis en arrêt. Je suis pas en train de dévorer, je tourne les pages comme ça. Je suis en arrêt. Et c'est surtout sur Nate Powell. Donc, c'est vraiment cet arrêt dans cette présentation des décors. Il y a des jardins qui deviennent obscurs. Ce rapport à la nature qui est exprimé dans ses œuvres, qui est un peu celui que j'ai, et j'aimerais un jour le rencontrer. C'est-à-dire cette nature qui est à la fois hyper accueillante, hyper brillante, hyper, qui nous apaise. Et puis qui peut devenir la nuit, comme dans mon film, angoissante, on peut s'y perdre et tout ça. Et donc cette retranscription très très forte m'a été inspirée de mon ressenti, que j'ai retrouvé aussi dans le livre de Nate Powell. Et donc voilà, là je regarde en face de moi, il y a encore Blankets de Greg Thompson. C'est aussi chez Casterman, c'est aussi un roman graphique autobiographique. Dans une famille assez particulière, et puis une histoire d'amour, voilà, parce que l'amour peut pas tout, mais l'amour transforme. Et puis on peut rencontrer des personnes dont on tombe amoureuse, avec qui on fait un parcours de vie, un parcours d'amour, avec qui on construit des choses. Et puis demain, les choses reviendront, le père reviendra dans mon film. Gina se dira que quelqu'un peut la comprendre. Il y a un suspense à la fin du film, sans dévoiler. Oui. Et puis, cette fin, je l'ai construite avec mes jeunes acteurs. Ouais. C'est avec eux qu'on l'a construite. Ouais. Et c'est cette construction collective qui est si importante pour moi. Ouais. Merci infiniment, Véro, c'était super. Merci d'avoir accepté de partager tout ça avec moi. Merci à Jérémy qui est belge comme moi, et à vous tous qui écoutez, faites-vous confiance dans votre créativité, essayez, testez et imaginez, parce que l'imaginaire nous sauve, je pense. Je suis un peu plus d'accord. Merci. C'était ma discussion avec Véro Kratzborn. Merci à elle pour son temps, son énergie et sa passion. Je garde un excellent souvenir de ce petit moment passé ensemble. Si cet épisode vous a touché, je vous invite à le dire directement à Véro en la suivant sur les réseaux sociaux et en lui laissant un petit message. Vous pouvez également visiter la page Facebook La Forêt de mon Père ou la page En attendant la Forêt de mon Père pour consulter la forêt virtuelle à laquelle Véro faisait référence ou pour suivre toutes les actualités du film. Et si vous voulez encore aller plus loin, je vous encourage à visionner son film disponible en DVD et sur toutes les plateformes de vidéo à la demande comme Canal, Orange, Univers Ciné et les autres. Qui sait si ce visionnage vous inspirera à ouvrir la parole à votre tour.
Who knows? Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager à vos amis et sur vos réseaux sociaux et à me laisser quelques étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça aide Sens Créatif à monter dans les charts et à faire connaître ce podcast à plus de monde. Et puis pour ne plus jamais louper un épisode, abonnez-vous sur vos applications de podcast, suivez-moi sur les réseaux sociaux et si ça vous dit, vous pouvez aussi rejoindre ma newsletter. C'est là que je partage mes petites réflexions du moment ainsi que des vidéos inspirationnelles, de la soupe existentielle, des coups de cœur et des trucs rigolos. Vous êtes déjà plus de 2010, ça fout un peu la pression. Le lien, vous le trouverez dans les notes de cet épisode ou sur senscreatif.fr. Et là, habituellement, on arriverait gentiment à la fin de cet épisode, mais comme vous êtes attentif, vous venez de vous rendre compte qu'il reste encore au moins 30 minutes. Et oui, et ça, c'est parce que j'ai envie de vous parler du Patate Club. Le quoi? Le Patate Club, les amis. Initialement, Patate Club, c'est le défi mensuel des auditeurs de Sens Créatif, avec un thème par mois illustré pour garder la patate et rester créatif. Une initiative lancée par Lucie de las Rocas, l'une des Patreons du podcast, qui très vite a été rejointe par plein d'autres auditeurs. Croyez-moi, ça dessine, ça dessine. Ce mois-ci, par exemple, le thème c'est réinterprétation d'une œuvre connue. Pour voir les images et autres participations, allez jeter un petit coup d'œil sur Instagram @patate-club. Et comme tout ce folklore autour de la patate et du podcast ne cessait de grandir, j'ai décidé de rebaptiser le Patreon en Patate Club. Et oui, donc le Patate Club et le Patreon, c'est la même chose. Que tu sois plutôt branché pommes de terre purée aux frites, sur Patreon, il y en a pour tous les goûts. Les contreparties débutent à 2 € et cela vous donne accès non seulement aux coulisses du podcast, mais également à une communauté bienveillante de créatifs qui s'encouragent, s'inspirent et échangent les uns avec les autres. Et punaise, laissez-moi vous parler de cette communauté. À l'heure où je vous parle, vous êtes déjà 80 Patreons et plus de 250 inscrits sur la plateforme Discord du podcast. Discord d'ailleurs, qui est ouvert gratuitement à tous. Je dis ça, je dis rien. Avec le couvre-feu, les restrictions sanitaires et tout le tralala, on ne peut plus se voir, mais vous n'êtes pas obligé de rester isolé. Que vous habitiez en région parisienne ou au fin fond de la Pampa, on est tous à la même enseigne. Mais la magie de l'Internet, c'est qu'on peut tous se connecter les uns aux autres afin d'avancer collectivement. Et le Patate Club, c'est exactement ça. C'est un effort de groupe. Une sorte de grande famille, pas prise de tête, où l'on discute, on pose des questions, on cherche, on s'entraide et on s'encourage. On a notamment un groupe WhatsApp privé, ainsi que des channels d'entraide entièrement consacrés au Patreon sur le Discord. On me glisse même à l'oreillette qu'en ce moment même s'organisent petit à petit des zooms régionaux et même des petits workshops à distance. Le Patate Club, c'est organique, c'est vivant et plein de petites initiatives de ce genre voient le jour ici et là. Et franchement, ça fait trop plaisir à voir. Et comme si tout cela n'était pas suffisant, aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter un nouveau format exclusivement réservé au Patreon. Il s'agit du Patate Club, le podcast, un podcast bimensuel enregistré à la cool avec mon ami Laurent Bazar, où nous débriefons du dernier épisode de Sens Créatif ainsi que des sujets abordés sur le Discord. L'occasion aussi de se donner des nouvelles, de partager des réflexions, ainsi que des petites news de l'écosystème Sens Créatif. Bref, si vous aimez la philosophie Sens Créatif, il y a de fortes chances que vous aimerez ce format. J'espère que ça vous plaira. Et si tel est le cas, rendez-vous sur patreon.com/senscreatifpodcast pour choisir votre menu. Sur ce, je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. N'hésitez pas à visiter ses réseaux sociaux @AdrienGuy_Music ou écouter ses morceaux sur sa page SoundCloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.